ce thème donc, des jardins, du maraîchage, du vivant, etc., on a rêvé, imaginé ce qu'on pouvait faire de mieux pour les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir. Donc la première utopie, c'est de se dire que pour tous ces lieux, tous ces jardins, tous ces espaces vivriers, eh ben, on va obtenir une protection juridique qui ne permettra plus de les détruire. Et donc de retrouver de l'espace jardin sur des friches et de reconquérir donc, ces espaces, par exemple sur des anciennes friches industrielles. Il y a énormément de terrains qui pourraient être reconquis. Et tout ça avec l'idée de le faire de manière collective, commune, avec les habitants, et d'avoir des espaces de culture qui sont différenciés. Et pour finir, un axe sur préserver la mémoire de ce qui s'est passé et la mémoire des luttes, avec l'idée sur certains lieux un peu emblématiques du territoire. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, enfin qui ne les connaissent pas, il y a plusieurs fermes, maisons de culture, ça s'appelait. On n'appelait pas ça des fermes. Il y en a une à la Courneuve qui est en assez bon état, qui n'a pas de nom, qui est la maison de la rue de l'Abreuvoir. Il y en a une autre qui s'appelle la ferme Bazier à Aubervilliers, qui est, elle, en très mauvais état. Et puis il y a eu un musée des cultures légumières qui est fermé peut-être depuis une quinzaine d'années, avec tout un tas d'outils, petits ou gros, qui rappellent cette histoire maraîchère. Donc l'idée, ce serait que ces deux fermes, elles deviennent des espaces communs, des espaces de partage de mémoire, des espaces d'histoire, et aussi nos 4000 m². Enfin, je dis les nôtres parce que c'était 4000 m² qui étaient dans les jardins ouvriers des Vertus et qui ont été détruits pour faire le solarium. On a gagné juridiquement, mais c'était déjà détruit. Donc le PLU a été changé, parce qu'on a aussi attaqué le PLU, et donc le PLU dit que ça va devenir un parc. Ça pourrait devenir un parc plus un espace de mémoire de la lutte. Donc une espèce de musée en trois lieux. Je vais peut-être commencer par le patrimoine immatériel parce que c'est là où il y a le moins de choses. Donc on a mis des mots comme ça un peu. On a mis hospitalité, cosmopolisme, les récits. Enfin, l'idée de garder les éléments en fait patrimoniaux qui permettent que ces choses-là restent sur le territoire, ces grandes idées. Donc avec l'idée d'un musée du logement social aussi. Et on avait mis aussi des éléments un peu qui permettent la rencontre sur l'espace public. Enfin, des lieux, je ne sais pas trop dans quel endroit le mettre, mais on a pensé aux accessoires pour enfants, aux bancs, à la question de la création des lieux de rencontre. Donc, pour quel avenir pouvons-nous envisager? On a mis l'entretien des logements, la valorisation, la volonté d'une politique inclusive et la question des équipements. Voilà. Sur les 2 ans, on demandait un peu plus de concertation et d'information citoyenne claire. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on constate, c'est que l'information est mal diffusée. Et donc, les habitants ne peuvent pas s'informer et du coup, ils ne peuvent pas réagir et ils ne peuvent pas envisager leur futur. On a parlé de la charte des promoteurs aussi qui devait être en application et de la possibilité pour les mairies de préempter pour garder des raccords de loyer, enfin des prix de loyer bas. Il y a eu une réflexion assez riche, mais au final, on s'est aussi un peu dit que ce qu'on avait pensé existait déjà en partie, sans doute. Donc, il nous semblait qu'une première étape dans la perspective d'une patrimonialisation voilà, de l'histoire, de la mémoire du hip-hop sur le territoire, c'était d'identifier les acteurs, les réseaux, de voir s'il existait une communauté un peu d'acteurs qui avaient envie de porter aussi ce processus de patrimonialisation. Et qu'un des moyens de les identifier et de fédérer les gens, c'était d'organiser un événement d'ampleur, type une grosse exposition ou un festival. Il nous semblait aussi important de pas trop rester, de pas s'enclaver juste sur le territoire et de faire le lien
parce qu'on sait que voilà, l'histoire du mouvement hip-hop, c'est aussi une histoire du nord-est parisien, c'est aussi une histoire qui est faite de beaucoup de circulation vers les États-Unis notamment, et que du coup, il fallait mettre en valeur aussi ces liens. Ce qui est sans doute moins fait, Charlotte donnait l'exemple du fait que, par exemple, sur la base du patrimoine, la base pop du patrimoine, il y a rien concernant Plaine Commune, en fait, de manière générale. Sur l'immatériel. Sur l'immatériel. La danse. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait vraiment là-dessus un gros travail d'inventaire à mener sous la forme voilà, de recherche, d'entretien, de collecte, de témoignages, d'images, de production. Évidemment, il y a déjà des choses, on en a parlé ici, mais voilà, qu'il y avait un gros travail à faire de ce côté-là. Et puis, l'idée d'une école aussi hip-hop sur le territoire, qui pourrait être un lieu un peu fédérateur. On nous a demandé de travailler sur le canal de Saint-Denis. On partait d'un constat, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont prévues, en cours, autour de l'évolution, de la transformation de cette je sais pas, on peut la qualifier peut-être d'infrastructure, en tout cas d'éléments structurants du territoire de Plaine Commune. Et donc notre principe, ça a été de capitaliser ou d'optimiser des choses qui sont en place ou qui sont en discussion, mais tout en les orientant vers des perspectives qu'on pourrait qualifier de patrimoniales et d'écologiques aussi. Et finalement, on est dans une réflexion qui est plutôt de l'ordre de l'aménagement urbain, c'est-à-dire que le projet, ce serait d'aménager une sorte de rembla, ou de faire un rembla fluvial, ou une sorte de maille, une grande promenade structurante le long des berges du canal, et donc intégrant l'eau dans la ville de la meilleure façon possible. Et puis aussi, donc, c'est aussi la présence du patrimoine industriel, parce que ce canal a d'abord une vocation pour l'industrie, et il y a encore des éléments appartenant en fait à cette histoire, il y a encore des restes en fait de cette histoire, et l'idée, ça serait de les protéger et de s'en servir aussi pour une narration aussi autour du territoire de Plaine Commune, mais au-delà. On a évoqué aussi la Street Art Avenue. Ça nous amène aussi à penser à la question de l'animation et de la vie sur le canal, dans cette idée de rembla, et cette idée d'événement, d'animation, elle évoque aussi l'été du canal sur le canal de l'Ourcq, c'est-à-dire il y a déjà durant l'été, il y a déjà en fait des expériences, il y a déjà une vive animation sur le canal de l'Ourcq. On se demande pourquoi on ne pourrait pas étendre ce dispositif, l'été du canal, au canal de Saint-Denis, et avoir aussi des lieux qui sont réaménagés, des concerts sur les bateaux, enfin, ce qui renforcerait justement son attractivité, son usage, sa pratique par les habitants. Ensuite, donc, aménager les berges. Ce qui était évoqué, c'était comment les rendre plus agréables, c'est-à-dire en essayant d'avoir davantage d'espaces verts. Et puis, on se posait la question aussi de la dépollution, comment on pourrait dépolluer le canal. Et puis, en fait, on se disait, mais on sait que voilà, ce canal, il fait partie des grands projets dans les années à venir de transformation du territoire de Plaine Commune. Les berges, on entend parler depuis plus de 10 ans, leur réaménagement, ils sont toujours en cours. Et on se disait comment faire en sorte que les habitants puissent s'approprier davantage cet élément structurant de leur territoire et participer à la réflexion, au suivi des projets. Et donc l'idée de créer un outil de démocratie urbaine, démocratie participative pour que les citoyens puissent s'en emparer aussi. Alors nous, on a travaillé autour de la question des savoir-faire du cinéma argentique. L'enjeu, il est très vaste. Il est lié au fait que la transition numérique des années 2010 a fait changer de paradigme les images qu'on voit toutes et tous. Et l'enjeu, c'est de réfléchir à cette pratique qui est devenue minoritaire face à nos images numériques et de se poser la question de sa pérennité. Donc peut-être tout d'abord, c'est une question d'inventaire aussi, sur l'échelle du territoire de Plaine Commune et de mon point de vue de la Seine-Saint-Denis plus globalement, faire un inventaire de l'industrie du cinéma, des salles, des objets qui sont liés à la projection,
au tournage, donc un inventaire vraiment global, plutôt matériel, et aussi la question de la pratique et des savoir-faire, donc de toute la chaîne des personnes qui touchent les pellicules, de la production au développement, à la projection. Donc à partir de cet inventaire pourraient découler des actions de valorisation. Il y a des besoins aussi peut-être un peu plus concrets pour que la pratique elle perdure. C'est les rééquipements des salles pour qu'elles soient habilitées à faire la projection argentique. Les rééquipements aussi de boîtes qui font la location des matériels pour les cinéastes parce qu'ils ont des difficultés à trouver du matériel pour tourner en argentique. Et donc à la fois la location mais aussi la maintenance de ces machines. Donc ce sont des enjeux qui sont à différentes échelles. Et il y a une problématique plus grande, c'est la production de la pellicule en elle-même, qui aujourd'hui a un peu le monopole des Kodak. Et donc, dans les rêves idéaux de rêve, ce serait une réindustrialisation qui permettrait de produire de la pellicule, soit en France, mais soit ou en Europe, de façon à que les cinéastes puissent continuer à tourner en argentique. Mais ça, c'est un autre niveau. Aussi, c'est réinscrire dans la formation ces types de savoir-faire pour que les artistes qui souhaitent utiliser cette technique soient en capacité de le faire. Plus largement, il y a un enjeu aussi de sauvegarde des bobines des films. Donc, il y a des problématiques de stockage des bobines, ce qui fait que beaucoup sont détruites. Donc, pourquoi pas envisager en Seine-Saint-Denis la création d'un endroit où un grand archive cinématographique des bobines. Et on a parlé aussi de peut-être faire une grande exposition d'ici 10 ans sur la pratique de l'argentique en pleine co et plus généralement. Et on avait aussi parlé, mais là plus institutionnellement, d'inscription, donc d'inscription de ces savoir-faire liés à l'argentique à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel, et peut-être une visibilisation plus grande à une échelle UNESCO, d'inscrire cette pratique, et donc aussi renforcer des liens de coopération, à la fois du réseau national en France, mais aussi de réseaux européens ou d'ailleurs, donc on était loin dans les rêves. Alors, donc nous, on a travaillé sur le patrimoine linguistique. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois hier et aujourd'hui, l'une des caractéristiques du territoire, c'est justement le plurilinguisme. Donc, on ne compte plus le nombre de langues pratiquées quotidiennement sur le territoire de Plaine Commune. Mais on est aussi allé dans la direction des usages, des pratiques populaires de la langue. Alors ensuite, on s'est posé la question des espaces dans lesquels on pouvait réfléchir. On en a identifié 3, même si on aurait pu en identifier plus, mais nous, on a réfléchi donc, sur 3 espaces. L'espace culturel, production culturelle, théâtre, danse, musique, etc. L'espace scolaire et l'espace public et administratif. Donc, à partir de là, on a identifié un peu des thématiques qui ont pu déjà apparaître dans d'autres exposés précédents. Donc, le premier, c'est sans doute la question de la visibilité, donc de l'inventaire de quelles sont les langues parlées, par combien de monde, à quelle fréquence. Ensuite, deuxième thématique, c'est la question de l'accessibilité et aussi de l'apprentissage. Comment on a accès à ces langues, et dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire que comment des locuteurs francophones ont accès aux autres langues parlées à Plaine Co, mais aussi comment les locuteurs allophones ont accès au français à Plaine Co. Et enfin, donc, le dernier thème, celui de la création en lien avec la valorisation justement de cette création. Et donc création dans plein d'espaces et de dynamiques différentes, puisque ça peut être aussi bien de la création culturelle, écrite ou orale, musique, littérature, etc. Mais ça peut être aussi de la création au sens la manière dont la langue évolue et dont les usages quotidiens de la langue vont la faire évoluer.
et aussi le fait que la pluralité des espaces sociaux et donc des usages que ça entraîne vont faire que les habitants de Plaine-Caux vont passer d'un registre à l'autre de langue et vont pouvoir, là aussi, créer des choses. On a identifié un risque qui est quand même le risque de figer la langue, c'est-à-dire justement d'oublier le caractère vivant de toutes les langues et donc en patrimonialisant, si je puis dire, des pratiques, justement de les figer et donc peut-être de les artificialiser. Bon, c'est sans doute pas propre au champ linguistique. Et pour la question de l'observatoire, donc de comment on pourrait travailler sur cette question donc dans le cadre de ce projet, donc on s'est interrogé sur le caractère pluridisciplinaire, puisque évidemment on a à la fois la question de la langue elle-même, donc des linguistes, mais aussi la question des espaces, donc des géographes, cartographier, faire l'histoire, les pratiques culturelles, donc voilà, toutes ces disciplines, etc.